Avez-vous déjà imaginé qu'en ce moment même, sous vos pieds, pourrait se cacher une civilisation entière dont personne ne soupçonne l'existence? Pendant que vous marchez tranquillement dans la rue, à 15 mètres sous le béton, des tunnels gigantesques s'étendent sur des centaines de kilomètres. Des salles immenses pourraient abriter des milliers de personnes, et des technologies si avancées qu'elles défient notre compréhension moderne. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas un film hollywoodien. C'est notre réalité, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement bouleverser votre vision du monde dans lequel nous vivons. Préparez-vous, car certaines vérités sont tellement incroyables qu'elles semblent impossibles, et pourtant, elles sont là, cachées juste sous la surface de notre quotidien. Notre voyage commence dans un endroit que vous connaissez tous, mais dont vous ignorez totalement les secrets les plus sombres. Paris, la ville lumière, la capitale de l'amour et de la culture. Mais saviez-vous que sous les Champs-Élysées, sous le Louvre, sous vos cafés préférés, s'étend un labyrinthe de plus de 300 km de tunnels? Les catacombes officielles que les touristes visitent ne représentent qu'un minuscule fragment, à peine 2 km d'un réseau colossal qui plonge jusqu'à 40 mètres de profondeur. Dans ces galeries interdites vivent des communautés entières de cataphiles qui ont cartographié des zones que même la police ignore. Ils ont découvert des salles de cinéma clandestines équipées de générateurs, des restaurants souterrains avec des nappes et des couverts, des bars complets avec des comptoirs sculptés dans la pierre, et même des piscines creusées dans le calcaire. Mais le plus troublant, ce sont les portes métalliques ultramodernes retrouvées dans les sections les plus profondes, des portes qui n'ont rien à voir avec l'architecture du XVIIIe siècle, des portes équipées de serrures électroniques sophistiquées qui protègent des couloirs s'enfonçant encore plus bas dans les entrailles de la Terre. Qui a installé ces portes? Pourquoi certaines sections sont-elles murées avec du béton armé, moderne alors qu'elles datent officiellement de plusieurs siècles? Les autorités refusent catégoriquement d'en parler, et quand des explorateurs insistent trop, ils reçoivent des amendes salées et des interdictions formelles de retourner sous terre. Qu'y a-t-il derrière ces portes que nous ne devons absolument pas voir? L'histoire officielle nous raconte que ces tunnels ont été creusés pour extraire la pierre nécessaire à la construction de Paris, puis transformés en ossuaires au XVIIIe siècle pour résoudre le problème de surpopulation des cimetières. 6 millions de squelettes y ont été transférés, empilés de manière macabre le long des murs, créant ces célèbres murailles d'os et de crânes qui fascinent les visiteurs. Mais cette explication ne tient pas la route quand on analyse les faits avec attention. Pourquoi certaines sections présentent-elles des techniques de construction qui n'existaient pas à l'époque officielle de leur création? Comment expliquer la présence de rails métalliques dans des zones censées n'avoir jamais été utilisées industriellement? Et surtout, pourquoi trouve-t-on dans les profondeurs des symboles ésotériques gravés dans la pierre, des pentagrammes, des étoiles à 8 branches, des inscriptions en latin qui n'ont rien à voir avec la gestion d'un simple ossuaire? Certains explorateurs rapportent avoir découvert des chambres rituelles avec des autels en pierre, des cercles gravés dans le sol, et des marques qui suggèrent des pratiques occultes remontant à plusieurs siècles. Les sociétés secrètes parisiennes, les Templiers, les francs-maçons, les Rose-Croix, auraient-elles utilisé ces souterrains pour leurs cérémonies les plus secrètes? Les rumeurs parlent de manuscrits cachés dans des niches scellées, de trésors enfouis par des aristocrates pendant la Révolution, et même d'expériences scientifiques menées pendant la Seconde Guerre mondiale dans des laboratoires souterrains dont toute trace officielle a été effacée. Mais Paris n'est que le début de cette plongée dans les abysses. Traversons l'Atlantique pour découvrir quelque chose d'encore plus dérangeant, quelque chose que le gouvernement américain a tenté de dissimuler pendant des décennies. Sous la ville de Dulce, au Nouveau-Mexique, dans une région désertique où presque personne ne vit, se trouverait l'une des bases souterraines les plus controversées et les plus secrètes de toute l'histoire américaine. Les théories circulent depuis les années 80, mais elles ont été systématiquement ridiculisées et rejetées comme de purs délires conspirationnistes. Pourtant, les témoignages s'accumulent, tous troublants, tous cohérents, tous impossibles à ignorer complètement. Un ancien agent de sécurité nommé Philippe Schneider a affirmé avant sa mort mystérieuse en 1996 qu'il avait travaillé à la construction de cette base et qu'elle s'étendait sur 7 niveaux souterrains, chacun dédié à des projets de plus en plus classifiés et de plus en plus terrifiants. Les 2 premiers niveaux seraient banals, des bureaux administratifs et des zones de stockage. Le 3e niveau abriterait des laboratoires de recherche sur l'armement. Mais à partir du 4e niveau, les choses deviendraient absolument cauchemardesques. Schneider a décrit des expériences génétiques sur des humains, des tentatives de création d'hybrides homme-animal, et même des accords secrets avec des entités non humaines qui fourniraient de la technologie en échange de quelque chose de bien plus sinistre. Les niveaux inférieurs seraient sous contrôle total de ces entités, et les humains n'y auraient accès que sous surveillance stricte. Ce témoignage pourrait sembler complètement fou s'il était isolé, mais d'autres personnes ont raconté des histoires similaires.
Des éleveurs de bétail de la région ont signalé pendant des années des mutilations inexpliquées sur leurs animaux, des découpes chirurgicales précises effectuées sans une seule goutte de sang, comme si les corps avaient été vidés par aspiration. Des hélicoptères noirs sans marquage sont régulièrement aperçus volant en formation vers des zones désertiques où aucune base militaire n'est officiellement répertoriée. Des géologues ont détecté des anomalies sismiques indiquant d'énormes cavités souterraines dans des zones où rien de tel ne devrait exister naturellement. Et le plus troublant, des habitants de Dulce rapportent avoir entendu des sons étranges provenant du sol, des bourdonnements graves, des vibrations qui font trembler les vitres la nuit, et parfois même des cris qui ne ressemblent à rien de connu. Quand des journalistes ont tenté d'enquêter, ils se sont heurtés à des murs de silence absolu. Les autorités locales refusent de commenter. L'armée nie catégoriquement l'existence de toute installation dans la zone. Et ceux qui insistent trop reçoivent des visites intimidantes de personnes se présentant comme des agents fédéraux mais sans badge ni identification officielle. Philippe Schneider lui-même est mort dans des circonstances extrêmement suspectes, retrouvé étranglé avec un tuyau enroulé autour du cou, officiellement classé comme suicide, alors qu'il était en pleine tournée de conférences pour révéler ce qu'il savait et qu'il avait promis de publier des documents prouvant ses allégations. Maintenant, dirigeons-nous vers un autre continent, vers des souterrains qui ont une histoire officielle mais qui cachent probablement bien plus que ce que les gouvernements veulent admettre. En Cappadoce, en Turquie, la ville souterraine de Derinkuyu que j'ai mentionnée dans mon introduction n'est pas la seule. La région entière est criblée de cités souterraines massives, plus de 200 ont été découvertes à ce jour, et les archéologues estiment que des centaines d'autres restent ensevelies, inexplorées, oubliées. Certaines de ces villes peuvent accueillir jusqu'à 20 000 personnes simultanément sur 18 niveaux souterrains, avec des systèmes de ventilation si sophistiqués que l'air reste respirable même dans les niveaux les plus profonds, des réserves d'eau potable acheminées par des canaux ingénieux, des étables pour le bétail, des pressoirs à vin, des églises, des écoles, et même des cimetières. Tout était prévu pour une vie souterraine prolongée, comme si les bâtisseurs savaient qu'ils devraient rester cachés pendant des mois, voire des années. L'explication officielle est que ces villes servaient de refuge pendant les invasions et les persécutions religieuses. Mais cette théorie présente des failles gigantesques quand on examine les détails avec attention. Premièrement, l'ampleur du travail nécessaire pour creuser ces villes est absolument colossale. Des millions de tonnes de roches volcaniques ont été extraites, sculptées, transportées. Même avec des milliers d'ouvriers travaillant jour et nuit pendant des décennies, créer un tel réseau serait un exploit monumental. Et nous parlons de peuples qui, selon l'histoire officielle, vivaient dans des conditions précaires, constamment menacés par des envahisseurs. Comment auraient-ils trouvé le temps, les ressources et l'organisation pour entreprendre un projet d'une telle envergure? Deuxièmement, pourquoi construire 18 niveaux si l'objectif était simplement de se cacher temporairement? Les niveaux inférieurs sont accessibles uniquement par des puits verticaux étroits et des escaliers dangereux. En cas d'attaque, descendre tout en bas avec des enfants, des personnes âgées et des animaux aurait été un cauchemar logistique. Il aurait été bien plus simple et efficace de créer 2 ou 3 niveaux spacieux près de la surface. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus troublant, certaines sections de ces villes souterraines présentent des portes massives en pierre circulaire qui pèsent plusieurs tonnes et qui se ferment uniquement de l'intérieur, exactement comme dans Derinkuyu. Mais voilà le problème, ces portes ne bloquent pas l'entrée depuis la surface. Elles bloquent l'accès aux niveaux inférieurs. Cela signifie que les habitants ne se protégeaient pas seulement de menaces extérieures venant d'en haut. Ils se protégeaient aussi de quelque chose venant d'en bas, quelque chose qui existait dans les profondeurs et qu'ils voulaient absolument empêcher de remonter. Qu'est-ce qui pouvait bien se trouver en dessous qui nécessitait de telles précautions? Certains chercheurs indépendants ont avancé une théorie fascinante mais terrifiante. Et si ces villes n'avaient pas été construites pour se cacher des invasions humaines, mais pour survivre à une catastrophe planétaire, un événement cataclysmique qui aurait ravagé la surface de la Terre? Les textes anciens de nombreuses cultures parlent d'un déluge universel, d'un feu tombant du ciel, de ténèbres qui ont duré des jours, d'un bouleversement total de la nature. Et si les bâtisseurs de Derinkuyu et des autres cités cappadociennes avaient eu connaissance à l'avance de cet événement et s'étaient préparés en conséquence? Cela expliquerait pourquoi ils ont creusé si profondément, pourquoi ils ont prévu de quoi vivre pendant des années entières, et pourquoi les niveaux les plus bas sont équipés de systèmes de ventilation surpuissants capables de filtrer l'air vicié ou peut-être même contaminé. Les légendes locales parlent d'un peuple ancien qui vivait en harmonie avec la Terre et qui possédait des connaissances astronomiques avancées. Ils auraient prédit une grande calamité et se seraient réfugiés sous terre, laissant la surface se régénérer avant de réémerger. Mais tous n'ont peut-être pas survécu, et ceux qui sont restés dans les profondeurs trop longtemps auraient peut-être changé, se seraient adaptés à la vie souterraine d'une manière qui les aurait rendus méconnaissables,
dangereux même pour leurs descendants qui sont finalement remontés à la lumière. Maintenant, faisons un bond encore plus loin dans le temps et dans l'espace. Direction l'Amérique du Sud, vers des légendes qui parlent de royaumes souterrains habités par des êtres qui ne sont plus tout à fait humains. Au Pérou et en Bolivie, les peuples indigènes racontent depuis des siècles des histoires sur des cités cachées à l'intérieur des montagnes, des tunnels qui traversent les Andes sur des centaines de kilomètres, reliant des temples anciens et des sites sacrés. Ils parlent de Petiti, la cité d'or perdue, bien plus fabuleuse que le Machu Picchu, une métropole entière engloutie par la jungle ou cachée dans des cavernes inaccessibles. Les conquistadors espagnols ont cherché cette ville avec acharnement, convaincus qu'elle contenait des richesses inimaginables, mais ils ne l'ont jamais trouvée. Certains explorateurs qui s'aventuraient trop profondément dans la jungle ne revenaient jamais, et ceux qui revenaient racontaient des histoires de tunnels gardés par des pièges mortels, de salles remplies d'objets d'or massifs, et de gardiens fantomatiques qui les avaient forcés à fuir pour sauver leur vie. Les chamans locaux affirment que Petiti existe toujours, mais qu'elle est protégée par des forces invisibles et que seuls ceux qui sont purs de cœur et invités par les esprits peuvent la trouver. En 1965, un explorateur argentin nommé Juan Morich a affirmé avoir découvert un immense réseau de tunnels en Équateur, dans une région appelée Cueva de los Tallos, la grotte des oiseaux de nuit. Il a raconté avoir parcouru des galeries taillées avec une précision géométrique impossible, des couloirs parfaitement droits s'étendant sur des kilomètres, des salles gigantesques au plafond soutenues par des colonnes massives, et surtout, une bibliothèque de plaques métalliques gravées avec des symboles inconnus, une écriture qui ne ressemblait à aucune langue connue. Morich était convaincu d'avoir découvert les archives d'une civilisation antédiluvienne, un peuple qui avait atteint un niveau de développement technologique et spirituel bien supérieur au nôtre et qui avait préservé son savoir dans ses souterrains avant de disparaître. Son histoire a attiré l'attention du monde entier, et en 1976, une expédition scientifique officielle a été organisée, incluant des chercheurs britanniques, américains et équatoriens, ainsi que l'astronaute Neil Armstrong lui-même, qui a participé à l'exploration. Oui, le premier homme à avoir marché sur la Lune a jugé que ces tunnels valaient la peine d'être explorés personnellement. Qu'ont-ils trouvé là-dedans? Les rapports officiels sont étonnamment vagues. Ils mentionnent des formations géologiques intéressantes, quelques artefacts précolombiens, mais rien d'extraordinaire. Pourtant, des participants à l'expédition ont raconté off-record des choses bien différentes. Ils auraient vu des structures impossibles à expliquer par des processus naturels, des portes de pierre scellées qu'ils n'ont pas été autorisés à ouvrir, et des zones entières où les instruments de mesure cessaient de fonctionner sans raison apparente. Certains affirment même avoir ressenti une présence, une intelligence qui les observait depuis les ténèbres, quelque chose d'ancien et de puissant qui n'appréciait pas leur intrusion. Les légendes amérindiennes vont encore plus loin. Elles parlent d'un réseau de tunnels s'étendant sous tout le continent américain, reliant l'Alaska à la Patagonie, créé par les anciens avant le grand déluge. Ces tunnels seraient si vastes que des véhicules pourraient y circuler, et ils abriteraient des villes souterraines où vivraient encore aujourd'hui les descendants de cette civilisation oubliée, des êtres qui ont choisi de rester dans les profondeurs plutôt que de vivre à la surface après la catastrophe. Certains les appellent les Agarthans, les habitants du royaume d'Agartha, une terre cachée au centre de la Terre où une civilisation avancée vivrait en paix, loin de la folie et de la destruction qui règne en surface. Selon ces légendes, Agartha serait gouvernée par des maîtres spirituels éclairés qui veillent sur l'humanité depuis les ombres, intervenant occasionnellement pour empêcher que nous nous autodétruisions complètement. Des ouvertures vers Agartha existeraient aux deux pôles, au Tibet, en Amazonie, et dans d'autres lieux secrets gardés jalousement. Les nazis, obsédés par les mythes ésotériques, ont envoyé plusieurs expéditions en Antarctique et au Tibet dans les années 30 et 40, officiellement pour des raisons scientifiques, mais en réalité pour chercher ces passages vers le monde souterrain et obtenir les technologies avancées qui y seraient cachées. Parlons justement de l'Antarctique, ce continent de glace qui cache peut-être les secrets les plus explosifs de notre planète. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont établi une base en Antarctique appelée Neuschwabenland, New Swabia en anglais. Officiellement, il s'agissait d'une simple station de recherche baleinière. Mais des documents déclassifiés révèlent que les nazis ont cartographié des zones entières de l'Antarctique, découvrant des lacs souterrains d'eau chaude, des cavernes gigantesques libres de glace grâce à l'activité géothermique, et peut-être même des tunnels artificiels remontant à une époque bien antérieure à l'humanité moderne. Après la guerre, l'amiral américain Richard Byrd a mené l'opération Igijin en 1946-47, une expédition militaire massive impliquant des milliers de soldats, des navires de guerre et des avions. Officiellement, il s'agissait d'un exercice d'entraînement et d'une mission scientifique. Mais pourquoi envoyer une force d'invasion de cette ampleur pour de simples recherches scientifiques? L'opération, prévue pour durer 6 mois, a été mystérieusement interrompue après seulement 2 mois, et les troupes sont rentrées précipitamment.
Byrd lui-même a fait des déclarations cryptiques dans la presse, parlant d'une menace venant du pôle sud, d'avions capables de voler d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables, et de la nécessité de protéger l'Amérique contre des ennemis capables de représailles dévastatrices. Que s'est-il vraiment passé en Antarctique? Certains théoriciens pensent que les nazis avaient effectivement établi une base souterraine massive, équipée de technologies secrètes développées pendant la guerre, des soucoupes volantes utilisant une propulsion antigravitationnelle basée sur les travaux de Victor Schauberger et Nikola Tesla. Lorsque les Américains sont arrivés pour détruire cette base, ils auraient été repoussés par des armes dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. D'autres vont encore plus loin, suggérant que les nazis ont découvert en Antarctique quelque chose de bien plus ancien qu'eux-mêmes, une civilisation préhumaine qui aurait laissé des technologies et des connaissances dans des bunkers souterrains gelés depuis des millions d'années. Et si l'Antarctique avait été, il y a très longtemps, un continent tempéré couvert de forêts et de villes, avant qu'un basculement des pôles ou une autre catastrophe planétaire ne le recouvre de glace. Des cartes médiévales comme celle de Piri Reis montrent l'Antarctique sans glace, avec des côtes détaillées qui correspondent aux relevés modernes effectués par sonar sous la calotte glaciaire. Comment ces cartographes auraient-ils pu représenter un continent recouvert de glace depuis au moins 12 000 ans si personne n'avait vu ces vraies côtes depuis cette époque? La seule explication logique est qu'ils copiaient des cartes bien plus anciennes, créées par une civilisation qui existait avant la glaciation. Revenons maintenant vers l'Est, vers l'Asie, où des découvertes récentes font trembler les fondations même de notre compréhension de l'histoire. En Chine, près de la ville de Longjiu, des pêcheurs ont découvert en 1992 ce qui est maintenant connu comme les grottes de Longjiu, un complexe de 36 cavernes massives creusées dans de la roche solide, couvrant une superficie totale de 30 000 m². Ces cavernes ne sont pas naturelles. Chaque centimètre a été taillé à la main avec une précision stupéfiante. Les murs présentent des motifs de ciselures parallèles parfaites, comme si des machines modernes avaient été utilisées. Les plafonds, hauts de plusieurs mètres, sont soutenus par des piliers massifs sculptés directement dans la roche. Certaines salles pourraient accueillir des milliers de personnes simultanément. Et voici le plus troublant. Il n'existe absolument aucun document historique mentionnant la construction de ces grottes. Aucun texte ancien, aucune légende locale, aucun récit. C'est comme si cette entreprise colossale avait été volontairement effacée de toute mémoire collective. Les archéologues estiment qu'enlever la quantité de roches nécessaire aurait produit 1 million de mètres cubes de gravats. Où sont-ils? Aucune trace de ce matériau n'a jamais été retrouvée dans les environs. Comment ont-ils été transportés et où ont-ils été utilisés ou cachés? Les théories abondent. Certains pensent que ces grottes servaient de refuge pour une population fuyant une catastrophe, similaire aux cités souterraines de Turquie. D'autres suggèrent qu'il s'agissait de temples secrets dédiés à des cultes anciens interdits, où des rituels mystérieux étaient pratiqués loin des regards. Mais la plus fascinante des hypothèses est celle d'un réseau souterrain militaire ou logistique, un système de transport caché permettant de déplacer des armées, des marchandises, ou même des connaissances précieuses sans que personne à la surface ne le sache. La Chine ancienne était obsédée par les secrets et le contrôle de l'information. Les empereurs faisaient souvent exécuter les ouvriers qui participaient à la construction de leurs tombeaux pour que l'emplacement reste secret. Il est tout à fait plausible qu'un projet de cette ampleur ait été mené dans le plus grand secret et que tous ceux qui y ont participé aient été éliminés ensuite, garantissant que le savoir disparaisse avec eux. Mais pourquoi? Que cachait-il dans ces profondeurs qui justifiaient un tel sacrifice? Des trésors impériaux? Des technologies interdites? Des créatures ou des artefacts trop dangereux pour être exposés à la lumière du jour? En Inde, un autre mystère souterrain défie notre compréhension. Le temple de Padmanabhaswamy au Kerala est l'un des temples les plus riches du monde, avec des trésors estimés à plus de 20 milliards de dollars découverts dans ses chambres fortes souterraines. Mais il y a une chambre, la chambre B, qui n'a jamais été ouverte. Elle est scellée par une porte de fer massif sans serrure visible, seulement ornée de serpents gravés. Les légendes affirment que cette porte ne peut être ouverte que par un saint homme récitant un mantra spécifique, le Garuda Mantra, qui a été perdu depuis des siècles. Ceux qui ont tenté d'ouvrir la porte par la force auraient été frappés par des calamités terribles. En 2011, la Cour suprême indienne a ordonné l'inventaire des trésors du temple, et 5 des 6 chambres ont été ouvertes, révélant des montagnes d'or, de diamants et de pierres précieuses. Mais la chambre B est restée fermée. Les prêtres du temple ont supplié les autorités de ne jamais l'ouvrir, avertissant que cela déclencherait des catastrophes non seulement pour le temple mais pour le monde entier. Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux derrière cette porte? Les sceptiques disent que ce n'est que superstition, mais même eux hésitent à forcer l'entrée. Des ingénieurs qui ont examiné la porte ont détecté un vide immense derrière elle,
suggérant une chambre ou même un réseau de tunnels s'étendant profondément sous le temple et peut-être même sous toute la ville. Certains théoriciens pensent que la chambre contient des connaissances anciennes, des textes sacrés révélant les secrets de l'univers, des technologies védiques oubliées, ou même des objets de pouvoir immenses comme les armes divines décrites dans les épopées du Mahabharata et du Ramayana. Tous ces lieux, de Paris à l'Antarctique, de la Turquie à la Chine, semblent liés par un fil invisible, un schéma récurrent qui suggère que nos ancêtres savaient quelque chose que nous avons oublié ou qu'on nous a caché. Ils ont construit des refuges souterrains massifs, creusé des tunnels traversant des continents entiers, scellé des chambres avec des avertissements terrifiants, et tout cela pour se protéger de quelque chose ou pour préserver quelque chose. La question qui hante chaque chercheur sérieux est simple mais terrifiante. De quoi avaient-ils si peur? Qu'est-ce qui les a poussés à investir des ressources colossales, des vies humaines innombrables, et des siècles de travail pour créer ces forteresses souterraines? Et surtout, cette menace existe-t-elle toujours? Les gouvernements modernes, avec leurs projets de bunkers souterrains secrets, leurs bases militaires creusées dans les montagnes, leurs installations de stockage de semences et de données dans des coffres-forts arctiques, semblent suivre exactement le même schéma. Ils savent quelque chose que nous ignorons, et ils se préparent. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'information est contrôlée, compartimentée, classifiée. Nous ne saurons la vérité que lorsqu'il sera trop tard, lorsque les portes de ces bunkers se refermeront et que nous, le peuple ordinaire, serons laissés à la surface pour affronter seul ce qui vient. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment sous nos pieds? Des civilisations oubliées vivant encore dans les ténèbres? Des technologies anciennes attendant d'être redécouvertes? Des créatures adaptées à la vie souterraine que nous ne pouvons même pas imaginer? Ou peut-être simplement la preuve que l'histoire qu'on nous enseigne est une version édulcorée, simplifiée, aseptisée de ce qui s'est vraiment passé? Une chose est certaine, notre planète garde des secrets dans ses profondeurs, des secrets que certains préféreraient voir rester enfouis pour toujours. Mais la vérité a toujours une façon de remonter à la surface, peu importe combien de temps on la supprime. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quel mystère souterrain vous intrigue le plus? Êtes-vous prêt à descendre dans ces profondeurs si vous en aviez l'occasion? Ou préféreriez-vous ne jamais savoir ce qui s'y trouve vraiment? Abonnez-vous et activez la cloche, car ce voyage dans les ombres de notre histoire ne fait que commencer, et ce que nous découvrirons ensuite pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité elle-même.